UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. La Remote Radio Week, c'est la 5e et dernière journée, et c'est la 4e session de cette journée, après celle en langue arabe, anglaise notamment, et avant celle en langue espagnole. On va s'intéresser au programme audio de qualité sur les appareils d'écoute. C'est à la mode, on va disséquer cette thématique qui s'annonce très intéressante parce que les invités sont aussi très intéressants. Fatim Camara va mener les débats au cours des prochaines minutes. Fatim. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour Fatim. Benjamin, Sinatou, Wilfried qui a du mal à se connecter. Effectivement, nous allons parler de programmes audio aujourd'hui. On va parler de streaming, d'hébergement de podcasts, d'hyper-distribution des réseaux sociaux, d'assistants vocaux. L'audio partout. Et pour en parler aujourd'hui, on aura Benjamin Bellamy qui est chez ADORES. ADORES, c'est ça, oui. Moi, je peux continuer à présenter celles et ceux qui sont autour de nous. Sinatou Abedje Saka. Bonjour madame. Bonjour. Vous travaillez pour Radio France Internationale. Et pas que, je travaille pour France Média Monde, donc, qui héberge, on va dire, RFI, France 24 et Monte Carlo Douala, qui est aussi une radio arabophone. Complètement. Vous avez raison de ne pas oublier Monte Carlo Douala, effectivement, dont on parle un peu moins parce que RFI et France 24 prennent quasiment toute la place. Et on a retrouvé Fatim. Oui, ça y est, je suis de retour. C'est marrant. Pourtant, j'ai très envie d'avoir cette discussion avec vous deux. Mais Sinatou, je suis très contente vraiment que tu participes à cette session parce que pour nous, les Africains, vraiment, RFI, c'est le sésame, surtout depuis l'avènement du podcast. Et comme tu es en charge de ça, vraiment, je voulais savoir la production de podcasts, comment tu le sens toi à ton niveau? Surtout au niveau du fonctionnement des RFI en ce moment. Oui, alors c'est une grosse question, mais une chose est sûre, il faut savoir que nous, en tout cas à RFI, on distingue deux catégories de podcasts. On a d'une part le rattrapage, c'est quand vous réécoutez une émission de RFI du genre 7 milliards de voisins ou Appel sur l'actualité sur votre téléphone. Donc le rattrapage constitue une grande partie du catalogue. Et puis à côté, on a depuis 2018 à peu près des podcasts originaux, donc c'est des productions qui sont pensées, écrites, adaptées pour une diffusion d'abord numérique et peut-être antenne quand la grille antenne le demande. Voilà. Mais Benjamin, vous, par contre, vous êtes créateur de plateformes de distribution audio, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, en fait, chez ADORES, ce qui nous intéresse, c'est la découvrabilité et la recommandation de podcasts. Et la première étape, c'est comment rendre des podcasts disponibles le plus facilement possible, au plus grand nombre et de manière la plus ouverte possible. Et on développe, avec l'aide de l'Union européenne, une plateforme open source, donc libre et gratuite, d'hébergement de podcasts qui s'appelle Castopod. Castopod, et donc, ça fonctionne comment? Et alors, ça fonctionne assez simplement si vous avez l'habitude, par exemple, d'héberger des blogs avec WordPress ou ce genre de choses. Vous téléchargez sur castopod.org le logiciel d'hébergement de podcast. Vous le mettez sur une plateforme type PHP, MySQL pour les gens un peu techniques. Et vous pouvez commencer à héberger votre podcast pour une somme tout à fait réduite, tout à fait modique. Nous, on a des instances d'hébergement qui permettent d'avoir du podcast à 3 € par mois pour une vingtaine de podcasts. Mais je vais vous poser la question à tous les deux. Comment est-ce qu'on distribue de l'audio via les réseaux? Alors peut-être que je peux commencer. C'est vrai que de notre côté, en tout cas, on distingue donc deux environnements. On distingue des environnements propres, donc c'est nos sites, applications mobiles, voilà, nos propres environnements. Et on distingue donc les plateformes externes où on diffuse également du contenu audio. Donc ça va être en l'occurrence Apple Podcast, Spotify, Deezer ou même des plateformes de chaînes sœurs comme Radio France, l'application de Radio France qui héberge aussi nos contenus. Et puis, donc, c'est vraiment ces deux environnements qui sont des environnements de diffusion. Après, on va identifier des environnements qui sont plus de promotion.
Et par exemple, Facebook va être un environnement de promotion, c'est-à-dire que ils vont nous permettre, en tout cas, de promouvoir nos podcasts en renvoyant évidemment vers nos propres environnements, en tout cas maison, si on peut le dire ainsi. Et puis, je sais que c'est quelque chose qu'on va commencer à expérimenter. C'est la possibilité de mettre le podcast en natif sur Facebook. Ça pose évidemment des questions assez complexe du point de vue de la dépendance aussi des médias à ces plateformes. Donc, c'est des questionnements à avoir. Mais une chose est sûre, l'audience, essentiellement, en tout cas sur le continent africain, est très forte sur Facebook. Et donc, on ne peut pas non plus négliger cette sphère-là non plus. Donc, voilà comment je peux différencier les choses pour ma part. Benjamin, vous, je pense que la réponse, je ne vais pas la dire pour vous, mais puisque vous êtes fournisseur de plateformes. Alors, nous, on pense qu'il y a autant de podcasts que de besoins différents et que Facebook, aujourd'hui, c'est le tout début. Hein, on ne sait pas exactement, c'est pas disponible partout. On en est vraiment au début, mais vraisemblablement, Facebook va aller chercher des nouveaux auditeurs qui, aujourd'hui, n'écoutaient pas de podcast. Donc, on voit ça plutôt d'un très bon œil. C'est pas de la manière dont nous, on envisage les choses. C'est-à-dire que nous, on préfère des plateformes qui soient ouvertes plutôt que des silos fermés. Mais c'est pas pour ça que ce qu'ils font, c'est mal. Bien au contraire. Le type de plateforme que nous, on propose, que ce soit pour de l'hébergement ou pour de l'écoute, on essaye de faire les choses les plus ouvertes possibles déjà parce qu'en général, ça crée de la concurrence et ça crée de l'émulation et à la fin, c'est mieux. Et puis parce que ça permet aussi d'inciter à l'innovation. En particulier, je pense, et il me semble que c'est un point important du débat, dans les régions où on peut avoir des problèmes de bande passante, être capable de proposer un podcast avec différents débits, donc différentes tailles de fichiers pour que tout le monde puisse y trouver son compte, c'est important. Et ça fait partie des normes pour lesquelles on milite. Techniquement, on appelle ça Alternate Enclosure. Donc, c'est la possibilité d'avoir différents formats de fichiers de différentes tailles par rapport aux besoins des audiences qui sont forcément différentes. Ça, je ne sais pas si d'autres plateformes le feront demain, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait partie des spécifications officielles publiées par une communauté qui s'appelle Podcast Index, au sein de laquelle on essaye d'être assez actif et qui permet d'aller s'adresser au maximum d'auditeurs possible. Donc, comment vous faites pour les cibler? Parce qu'au final, pour écouter un podcast, il faut savoir que ça existe. Moi, par exemple, je suis sur Apple Podcasts, mais tous les jours, je découvre des podcasts qui m'intéressent, mais sans jamais avoir reçu de publicité ou d'informations sur comment trouver un sujet spécifique. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points qui ont été évoqués par Benjamin tout à l'heure. Peut-être je peux revenir sur la question de la taille du fichier, qui est aussi un enjeu très important pour nous, puisqu'on a une grande partie de notre audience qui sont dans des territoires à faible connectivité. Et en fait, c'est vrai qu'on a ça à cœur, en tout cas, de pouvoir leur alléger les fichiers. Bon, c'est un gros chantier parce que voilà, le catalogue est quand même assez énorme et ça demande des développements très, très importants. Mais on a fait un test sur un podcast original qui est sorti en janvier qui s'appelle L'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est un podcast de 5 épisodes et on a essayé, comme nos collègues de la BBC, de mettre dans la page les deux versions, c'est-à-dire une version un peu plus lourde et une version un peu plus légère pour voir un peu comment se comporte l'audience parce que effectivement, c'est très compliqué de savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, combien de gens vont effectivement télécharger parce que de fait, ça va quand même un tout petit peu dégrader la qualité du son, un tout petit peu. Et comme on est des radios aussi par essence, le son qu'on a de fait est quand même du son de très très bonne qualité. Donc c'est à la fois un enjeu de garder une qualité sonore assez importante et en même temps un enjeu de faciliter la vie ou en tout cas réduire les coûts pour les populations.
Et ce qu'on a remarqué, pour revenir sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'est que finalement, en proposant les deux versions, il n'y a pas eu une grande différence. C'est-à-dire que les populations ne se sont pas jetées sur la version légère, alors qu'on sait que typiquement sur cette série-là, contrairement à d'autres émissions, l'audience était majoritairement sur le continent africain. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a tiré des leçons ou quoi que ce soit. Il y a quand même des gens qui étaient intéressés par la version un peu plus légère. Peut-être qu'il y a un travail aussi d'éducation à faire ou de mise en avant de cette version-là à faire de notre côté. Mais en tout cas, les chiffres qu'on a aujourd'hui ne nous permettent pas de dire que 90% de ceux qui ont écouté ce podcast ont préféré une version un peu plus légère. Une chose est sûre, les expérimentations continuent. Une chose est sûre, c'est que les gens préfèrent les podcasts, en fait. Alors oui, les gens préfèrent finalement, et pour revenir sur ta question, les gens préfèrent le sujet. Finalement, ce qui va faire qu'on va cliquer sur un podcast, c'est plus le sujet, c'est plus la thématique. Ce que nous, on essaye de faire, par exemple, c'est que on va envoyer, moi j'envoie régulièrement via notre application des push émissions. Et en fait, ces push sont destinés à des gens qui ont déjà écouté dans la semaine nos émissions. C'est-à-dire que ça, on peut le savoir. On peut savoir que Fatim a écouté Archives d'Afrique le lundi. Et donc, probablement, elle serait peut-être intéressée par une autre émission, par un autre podcast. Et donc, quand il y aura un nouvel épisode de Archives d'Afrique ou même d'une autre émission, on va te pusher ce podcast-là. Ce qui favorise la découvrabilité parce qu'on estime que tu as déjà un usage. Maintenant, une chose est sûre, je pense qu'on est très nombreux ici à faire des efforts, à avoir encore à faire des efforts sur on va dire, le parcours UX de nos applications podcast. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur les pages d'accueil et même sur Apple Podcast. Moi, je ne suis pas du tout satisfaite. Mais en tout cas, sur les pages d'accueil de nos sites et applications, comment est-ce qu'on les éditorialise le mieux possible pour faciliter justement cette question de la découvrabilité et surtout pour adapter et pour personnaliser à chaque personne, à chaque utilisateur, le contenu qui pourrait vraiment l'intéresser et qui pourrait surtout lui permettre de rester longtemps et de revenir en fait sur l'interface. Mais Benjamin, du coup, j'ai envie de vous poser la question, vous qui êtes créateur de plateformes, est-ce que vous avez justement pensé à ces populations-là qui n'ont pas forcément du haut débit? On parle beaucoup de l'Afrique, mais il ne faut pas oublier aussi que souvent, dans certaines régions européennes, on a du mal à avoir Internet. On l'entend tout le temps dans les médias, quand on est en zone un peu de montagne ou autre, on a aussi des problèmes de connexion. Est-ce que cette réflexion, vous la menez chez vous, chez Ad Aores? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr. Sachant que là, aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de l'Afrique et des problèmes de connectivité qu'on peut y avoir, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut vouloir des fichiers de taille différente. Ça peut être pour avoir des fichiers plus petits, mais ça peut être aussi pour avoir des fichiers plus gros. On a des podcasts immersifs. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir envie de ne pas limiter la taille d'un podcast à un exemplaire qu'on aurait taillé sur la connexion d'une start-up en Californie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, le débit que vous avez sur une vidéo, il va s'adapter à votre connexion. Et ça paraît tout à fait naturel et c'est le cas depuis le début et on est tout à fait habitué. La grosse différence avec le podcast, c'est que le podcast, on ne maîtrise pas la chaîne de bout en bout. On ne sait pas quel logiciel l'auditeur va utiliser. Et c'est ce qui rend la chose un petit peu plus difficile parce que il faut se mettre d'accord. Et donc, c'est bien sûr comment est-ce qu'on se met d'accord pour dire qu'en fonction de tel ou tel utilisateur, de la plateforme qu'il utilise pour écouter ses podcasts et pour les consommer, pour dire peut-être que vous voulez un fichier plus petit ou plus gros. Et que ça se passe de la manière la plus naturelle possible. Et voire même de manière totalement automatique, parce qu'a priori, un internaute n'a pas à faire un test de bande passante avant d'écouter un podcast pour dire qu'il a envie d'écouter plutôt la grosse, plutôt la petite version. Et évidemment, il y a également des problématiques éditoriales, parce que
Si je fais un podcast de fiction qui est très léché, j'ai pas forcément envie de dégrader la qualité. Donc, il y a aussi un choix éditorial qui est fait par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de fournir comme expérience à mes auditeurs et jusqu'où je suis prêt à dégrader l'expérience, si tant est que ça dégrade, parce qu'on sait que, par exemple, sur des talk-shows où on n'a que de la voix, on peut diminuer énormément la taille des fichiers sans altérer notablement la qualité sonore. Mais est-ce qu'il faut vraiment se poser cette question de se dire, est-ce qu'il faut que je réduise la taille au détriment d'une bonne qualité sonore? Parce qu'au final, comme le disait Sinatou, on se rend compte que les gens vont systématiquement vers des podcasts de meilleure qualité. Aussi, Sinatou. Pour l'instant, ce que j'ai dit aussi, c'est que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Nous, on a fait le test une seule fois, donc je serais pas aussi, j'irais pas jusqu'à dire que les gens ont fait le choix inverse non plus. Ça, c'est quelque chose que je peux pas affirmer aujourd'hui parce qu'on l'a fait une seule fois et qu'il faut le refaire et là je vais dans le sens de Benjamin parce que c'est une question qu'on a aussi. Il me semble que ça doit être automatique en fait. Il me semble que ça doit être le device en fait, le support qui s'adapte automatiquement à la bande passante de l'utilisateur et qui pourrait comme le fait YouTube et qui pourrait délivrer le son comme voilà de façon très très simple et efficace. Maintenant moi, ce dont je me rends compte aussi, c'est que cette notion de qualité, elle est très importante pour nous à la radio parce que c'est notre métier et parce qu'on y est très, très attaché. Mais je sais que, par exemple, moi, personnellement, quand je fais écouter 2 sons chez moi, il y en a moi, je vois très bien la différence, mais une oreille, on va dire, moins éduquée à cette différence-là, elle ne voit peut-être pas la différence aussi. Donc, c'est quelque chose à garder en tête et à réfléchir. Pour l'instant, j'ai pas de réponse claire ou de solution claire parce que les expérimentations ne sont pas terminées, en tout cas de notre côté. Ben, la question que je vais vous poser, en fait, je vais vous considérer tous les deux comme distributeurs, Sinatou également, puisque RFI, vous distribuez vos propres contenus. Est-ce que vous faites un choix stratégique en fonction du canal de distribution? Bon, Sinatou, vous avez beaucoup parlé des radios, mais on a aussi toutes les autres formes de canaux de distribution que sont... bon, moi, je prends WhatsApp parce qu'en Afrique, souvent, le podcast, on le reçoit par WhatsApp. On a tous les appareils mobiles à la maison, on a le téléphone portable. Est-ce qu'il y a un choix stratégique qui est opéré en amont en prévision du canal qui va être utilisé pour l'écoute du podcast? Oui, je vais répondre oui. C'est vrai que WhatsApp, c'est un peu la plateforme où on a envie d'être. C'est très compliqué parce que Facebook, à qui appartient WhatsApp d'ailleurs, a fermé ses API. On avait commencé un vrai projet éditorial. On avait des milliers d'abonnés qui étaient hyper bienveillants et vraiment, pour nous, c'était très nouveau parce que sur nos réseaux sociaux, les gens sont pas toujours bienveillants, alors que là, sur WhatsApp, ils étaient vraiment hyper bienveillants. Malheureusement, on a dû couper court parce que Facebook a changé les règles. Mais je répondrai oui parce que nous, on a une stratégie qui est d'hyper-distribution parce qu'on a un média international, donc nos contenus sont distribués partout, bien évidemment avec des règles, c'est-à-dire qu'on est en train de contractualiser avec des plateformes, mais la règle aujourd'hui, qui est une règle de base, c'est que par exemple, pour donner un exemple très concret, pour avoir accès à la profondeur de notre catalogue, il faut venir chez nous. Pour le dire très clairement, quand vous allez sur Apple Podcast ou sur Spotify pour écouter une émission de RFI, je pense que le maximum que vous pouvez écouter, c'est les 25 derniers épisodes, pas plus. Et donc, pour écouter des émissions encore plus vieilles, pour vraiment avoir accès à la profondeur de notre catalogue, il faut venir chez nous. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour nous en tout cas, comment on essaye d'être, pas partout, mais en tout cas d'être sur des plateformes essentielles de manière intelligente. Finalement, c'est ça l'idée, mais quand même de garder le contrôle sur nos contenus pour en tout cas assurer une certaine intégrité, c'est-à-dire
qu'il y a un titre qui change, en tout cas garder la main éditorialement. Donc, pour donner un exemple très concret, voilà un peu on va dire, c'est pas une stratégie là, mais un truc, un fondement de base. La profondeur du catalogue, par exemple, c'est une spécificité et ça nous permet en tout cas de garder sur nos environnements propres des contenus beaucoup plus anciens. Et WhatsApp, évidemment, on est très intéressé. On a dû arrêter l'expérience, mais on Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Facebook? Alors, en fait, pour donner un exemple très concret, là encore une fois, alors, j'ai dit qu'on a arrêté, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que les émissions de RFI continuent à avoir des chaînes WhatsApp. Donc ça, c'est quelque chose qui reste actuel. Elles continuent de dialoguer avec leur communauté respective, c'est-à-dire que 7 milliards de voisins, par exemple, ou Appel sur l'actualité, disposent de listes WhatsApp où elles diffusent leur contenu, donc les liens, l'audio, à des personnes intéressées par leurs émissions, par leurs thématiques. Ça, c'est quelque chose qui continue, qui existait avant le lancement de la chaîne groupe, parce qu'on avait créé une chaîne RFI, Afrique pour le coup, qui était au-delà de nos émissions. Le projet éditorial était assez simple, c'était de dire qu'on avait envie de créer un lien de proximité avec notre communauté. Donc, on diffusait, je pense, 2 bulletins, on va dire, j'appelle ça bulletins, mais c'est vraiment du texte, des grands titres, un le matin, un le soir, et puis en week-end, on va aller sur des contenus un peu plus froids, magazines, des podcasts en l'occurrence, des contenus engageants aussi, des contenus voilà, qu'on pourrait appeler, qui pourraient, on va dire, être classés dans une sorte de journalisme de solution, plutôt le week-end. Donc ça, c'était le projet éditorial. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs, dès le départ, on a tout de suite compris qu'il y aurait un engouement. Donc ça, on ne pouvait pas le gérer tout seul de notre côté. Donc, on a fait appel à un prestataire qui nous aidait à envoyer des messages, des messages de manière plus ou moins efficace à une grande communauté. Et vraiment, elle était assez large. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce prestataire donc, nous permettait de connecter les API. Voilà, ce prestataire connectait ses API à WhatsApp. Et nous, en passant par ce prestataire, on pouvait diffuser à tous les abonnés sur WhatsApp. Voilà comment ça se passait. Et donc, Facebook a décidé de couper les ponts avec ce prestataire-là. Et donc, on ne pouvait plus envoyer à nos abonnés sur WhatsApp. Quand la décision est tombée, évidemment, on n'était pas les seuls à l'utiliser. Il y avait 20 minutes, par exemple, qui l'utilisaient. Il y avait Le Monde Afrique aussi qui utilisait le même process. Donc, on a essayé d'échanger avec eux. On a cru à un moment qu'ils avaient coupé finalement cet intermédiaire pour pouvoir reprendre la main sur la monétisation parce que voilà, il nous coûtait quelque chose, l'intermédiaire, c'était pas gratuit. Donc finalement, on payait pour diffuser de l'information, c'était assez nouveau aussi. Et donc du coup, on a essayé d'échanger avec Facebook en leur expliquant aussi le bien fondé de diffuser de l'information vérifiée sur WhatsApp. Et ils ont été très clairs, WhatsApp ne sert pas à ça selon eux. Il faut privilégier les conversations personnelles et pas les conversations de groupe. Donc, c'est toujours un double discours de Facebook et de WhatsApp qui est de dire on veut bien lutter contre la désinformation, mais pour les médias sérieux, on ne facilite pas les choses non plus. Donc, tout ça fait qu'on a dû, le service ne nous servant plus à rien concrètement. On a dû arrêter l'expérience, quoi. Voilà. Benjamin, du coup, j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur la question. Alors, je trouve que c'est super intéressant. On touche vraiment au cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux aller sur des plateformes privatives ou privées ou fermées qui vont permettre de toucher une audience très rapidement, ou bien est-ce qu'il vaut mieux être sur des plateformes ouvertes où ça va être peut-être plus compliqué, mais où on va rester maître de ses contenus et maître de ses audiences. Il n'y a pas de bonne réponse. Nous, on a choisi la deuxième, mais on peut très bien, je pense qu'il faut de tout, clairement. Et très clairement, en fait, cette question-là,
c'est ce qui nous a poussé, nous, à l'origine, à développer une plateforme d'hébergement de podcasts. Pourquoi ? Parce que une des choses qui nous gênait et qui nous gêne encore aujourd'hui, c'est qu'un podcasteur ou une podcasteuse aujourd'hui, pour aller chercher son audience, va passer 99 fois sur 100 par une plateforme fermée de type Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp, comme on le voit ici. Nous, ce qu'on a fait, l'idée, quand on a commencé à développer cette plateforme, donc open source, La plateforme, libre et gratuite, vous pouvez juste le nom de la plateforme. Castopod. D'accord. Castopod. Et la raison pour laquelle on a obtenu une aide de l'Union européenne, d'ailleurs, c'est que le réseau social, c'est le podcast. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand vous êtes sur cette plateforme en tant que producteur de contenu, vous avez la possibilité de pousser du contenu vers vos auditeurs qui vont pouvoir, sur ce qu'on appelle le fait divers, c'est-à-dire des réseaux sociaux fédérés, comme peut l'être par exemple Mastodon, mais il y en a d'autres, vont pouvoir répondre, vont pouvoir typiquement liker, repartager ou commenter un épisode. La grosse différence par rapport aux réseaux sociaux qu'on connaît, c'est que le réseau social, c'est vraiment le podcast. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre le producteur de contenu et son audience et qu'il n'y a personne, d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique, il n'y a personne qui peut dire « non mais en fait, on arrête, on coupe ». Et pour une raison, alors en général, c'est parce qu'on n'a pas respecté les conditions générales d'utilisation, à tort ou à raison, peu importe. Quand on est chez les gens, il faut bien se conformer à leurs règles. Mais sur ce type de plateforme, donc ouverte, fédérée, telle que peut l'être Castopod, il n'y a aucun intermédiaire entre le producteur de contenu, le podcasteur, la station de radio et son audience. Et donc, on ne peut pas vous séparer de votre audience. Mais comment je trouve cette audience quand je suis un nouveau podcasteur ? C'est ça la question, puisque de toute façon, ce que Facebook offre, c'est l'audience. Vous, ce que vous offrez, c'est la plateforme. Mais si je viens dès le départ, je n'ai pas d'audience, comment je fais déjà pour en avoir ? Alors, comment Facebook automatiquement ? Il n'y a pas une dichotomie stricte et tranchée. Héberger, par exemple, son podcast sur Castopod pour avoir un contact direct avec son audience et donc avec qui on va pouvoir pousser des contenus et ils vont pouvoir réagir. Et la valeur ajoutée, c'est-à-dire de son audience, les réactions de son audience sont chez moi en tant que producteur de contenu, elles ne sont pas chez une tierce personne. Après, comment est-ce que je vais chercher mon audience ? Rien ne m'empêche d'avoir aussi un compte Facebook et un compte Instagram et un compte Twitter et un compte WhatsApp ou que sais-je. Il n'y a pas de raison de se dire qu'on va privilégier de manière totale et totalement stricte un type de plateforme plutôt qu'un autre. Nous, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, il faut de tout. C'est sûr qu'il y aura toujours tout. Mais qu'en tant que producteur de contenu, confier l'intégralité de sa relation avec son audience qui, quelque part, est ce qui a le plus de valeur avec les contenus que je produis, à un tiers dont je ne maîtrise pas les CGU, les règles, les conditions d'utilisation, c'est un petit peu dangereux. En tout cas, nous, ça nous paraît dangereux et proposer des alternatives, à minima, ça forcera les plateformes à considérer la discussion de manière peut-être moins radicale que ce qu'on vient de voir. Mais moi, j'ai toujours eu un petit souci sur la découvrabilité des podcasts et je suis d'accord avec les deux intervenants de cette discussion. La découvrabilité des podcasts, c'est véritablement un souci. On passe toujours des heures, vous n'allez pas me contredire si je me trompe, on passe des heures à trouver le bon podcast et parfois d'ailleurs l'offre est tellement immense qu'on n'arrive pas à le trouver. Est-ce qu'en fonction des zones, c'est-à-dire des continents, vous travaillez différemment en termes de format d'outils également que vous proposez? Est-ce que les outils qui fonctionnent en Europe ne sont pas ceux qui fonctionnent en Asie-Pacifique, en Amérique latine ou en Afrique, par exemple? Ou c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être le cas. C'est un point intéressant. Une chose est sûre, les usages se ressemblent beaucoup. Enfin, si je prends par exemple WhatsApp, c'est vrai que WhatsApp, c'est une plateforme qui est hyper populaire sur le continent africain et je pense que ça commence quand même à l'être aussi en France. Mais c'est vrai que cette question de la découvrabilité n'est pas simple. Moi, ce que je remarque, c'est que sur le continent africain, l'usage va être le suivant.
on a écouté une émission à l'antenne, on connaît l'émission qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'on est moins dans une sorte de je cherche un nouveau podcast que je sais ce que je veux écouter. Donc, soit j'ai entendu à l'antenne, soit on me l'a recommandé, mais en tout cas, j'ai le nom de ce que je veux écouter. Et donc, je vais chercher le podcast en l'occurrence et du coup, je vais pouvoir l'écouter. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et finalement, ça laisse peu de place au podcast natif alors ? Alors, ça laisse peu de place aux podcasts natifs. Après, c'est vrai que nous, on a une chance qui est de promouvoir aussi nos podcasts natifs à l'antenne. Ça, c'est quelque chose, c'est une stratégie qu'on adopte systématiquement, c'est qu'on va promouvoir les podcasts natifs dans des cases éditoriales, c'est-à-dire que c'est un journaliste, et ça participe aussi à la découvrabilité, hein, c'est un journaliste qui va recommander un podcast original de la maison, qu'il a bien aimé, bien évidemment, sans pression. Et on va aussi faire des bandes annonces antennes, donc des promos, pour pouvoir justement donner de la force à ce podcast original-là. Et c'est peut-être du coup notre différence avec des studios de podcasts indépendants qui sont beaucoup plus, qui sont pour le coup beaucoup moins visibles aujourd'hui dans le catalogue. Et ça, on le remarque bien. On remarque bien que la spécificité de la France, c'est qu'on a des radios installées qui sont très, très fortes sur le marché du podcast, contrairement aux États-Unis. Où c'est plutôt l'inverse. En fait, on a plus des indépendants qui sont très, très forts avant les radios traditionnelles et les médias traditionnels. Juste une parenthèse sur les enceintes connectées, ce qu'on appelle les smart speakers. Est-ce qu'elles trouvent progressivement leur place ou est-ce que la route est droite mais la pente est élevée ? Nous, on a fait quelques tests. On a fait quelques tests avec Alexa. C'est intéressant parce que je suis en train de préparer une présentation pour faire un petit bilan de ce test. L'idée, c'était de rendre disponible, donc de faire des skills. Hein. Concrètement, c'est ça. C'est qu'on développe des skills pour permettre à ceux qui utilisent… C'est quoi des skills, ça ? Alors, c'est, comment te dire, c'est des sortes de collections. En gros, les plateformes nous demandent de développer des skills. Donc, c'est pas des flux existants ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des collections qu'on va développer pour cette plateforme-là sous des formats spécifiques à ces plateformes-là. Et ensuite, qui va permettre à l'auditeur, en tout cas, de pouvoir l'écouter. Alors, deux choses peut-être que je peux dire par rapport à Alexa. C'est que la première chose, c'est qu'on a évidemment communiqué là-dessus, c'est qu'il fallait également faire des vidéos de promotion incarnées par nos journalistes. Donc, Emmanuelle Bastide, par exemple, a fait une vidéo de promotion où elle demande à Alexa, vas-y Alexa, joue-moi 7 milliards de voisins. Et donc, cette vidéo a été promue sur nos réseaux sociaux. Emmanuelle Bastide, c'est la présentatrice de la célèbre émission 7 milliards de terriens sur RFI. Voilà, ouais. 7 milliards de voisins. Ouais, donc, elle a participé à la promotion de cet outil-là. Après, j'avoue que nous, on est le service public, hein, donc on n'a pas non plus beaucoup de moyens. Et donc, quand on prend des ressources propres pour développer ça, on a en tout cas besoin, on attend des résultats assez importants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que même en France, c'est un usage qui est très, très timide. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, moi, j'attends de voir encore quelques années pour voir si ça va se développer. Parce qu'en tout cas, aux États-Unis, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter, de croître. Il y a seulement 3300 skills disponibles en France. 3300, 3 ans après le lancement de cette enceinte connectée sur le marché français. C'est peu. C'est très, très peu. Après, en Afrique, n'en parlons pas. L'usage n'est pas. L'usage, voilà. Ouais, on n'en a pas forcément usage de tout ce qui est appareils vocaux. Mathilde, 4 minutes, il nous reste. Parce qu'il faut une bonne connexion Internet, hein, déjà, pour utiliser ces outils-là. Et 24 heures sur 24, surtout, puisque c'est connecté à la maison. Mais j'ai envie juste de poser une dernière question. C'est qu'on en a beaucoup parlé cette semaine. Enfin, beaucoup, on en a un peu parlé quand même de ces journalistes qui utilisent leur téléphone. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les 2 personnes qui devaient en parler pour produire des contenus. Ces types de contenus sont-ils de qualité en général quand vous les recevez? Comment est-ce que vous en faites traitement? Je pose la question à tous les deux. Alors, 1 minute pour Sinatou.
Et 1 minute pour Donc, Benjamin. on peut conclure en même temps, Sinatou. Ah oui, ce serait bien. En tout cas, c'est sûr que nous, on est très exigeants sur le son. On est très, très exigeants sur le son, donc on va pas pouvoir diffuser du son qui nous semble... Peut-être que c'est parce qu'on est par nature une radio, donc même quand on sort des podcasts originaux, il faut que le son soit très qualitatif. Donc du coup, pour nos journalistes, on va beaucoup plus encourager l'utilisation des Zooms, qui sont aussi des tout petits outils, en fait, très faciles aussi. Plutôt que des téléphones. Ça, c'est pour les journalistes internes. Après, c'est vrai qu'on reçoit, ça, je peux le dire, on reçoit beaucoup de voice notes via WhatsApp, justement pour qu'on intègre à certaines émissions à l'antenne. Et je dois avouer que le son, on l'a fait pendant le confinement, le son n'était pas si dégueulasse que ça. Donc, il faut trouver le juste milieu, il me semble. Et puis voilà, merci beaucoup. Ce sera ma conclusion du coup. C'est une belle conclusion de dire merci. Benjamin, pour terminer. Ouais, nous, notre point de vue est un peu différent. On trouve que le podcast est un formidable écosystème parce qu'il est varié. Il y a énormément de podcasts très différents et qui permet à tout le monde de se lancer, et que le téléphone portable est un superbe outil pour démarrer. Et que le plus important, c'est pas tant la qualité de l'enregistreur ou du microphone, mais ça va plus être la qualité de la pièce ou les conditions dans lesquelles on enregistre, et qu'un téléphone peut tout à fait donner des contenus de très bonne qualité, aussi bien sur le fond que sur la forme, et pour les mettre en ligne après de manière assez simple. Et c'est pour ça qu'on développe Castopod, pour que tout le monde, mais vraiment tout le monde, puisse créer son contenu, le mettre en ligne et le mettre à disposition du plus grand nombre. Donc, combien d'abonnés en ce moment pour Castopod ? Oui, c'est ça. Alors en fait, nous, on ne calcule pas en nombre d'abonnés parce qu'on met la plateforme à disposition et les gens la prennent, se l'approprient, l'utilisent sans forcément nous le dire, puisque c'est gratuit. Donc on n'a pas de relation contractuelle avec les gens qui utilisent notre plateforme, à part quelques-uns, mais ce n'est pas notre cœur de métier. On n'est pas hébergeur de podcasts, ce n'est pas notre vocation. Merci Benjamin Bellamy pour l'entreprise Adores et pour votre prestation que vous signez Castopod. Sinatou, merci beaucoup. Bon courage dans vos pérégrinations numériques. N'hésitez pas à nous tenir informés parce que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on suit l'évolution de tous les projets, et notamment de ces projets qui sont particulièrement intéressants et qui sont engagés en digital. Fatim, merci, mais la journée et cette session en français est très loin encore d'être terminée. Donc, on va forcément se retrouver lors de cette 5e et dernière journée de la Remote Radio Week. Merci à vous tous et toutes. Merci. Au revoir.